sans plus attendre, je vais introduire notre conférencier d'aujourd'hui, Michael Hull. Michael Hull travaille comme gestionnaire au Bureau du Québec pour ITLI Canada. Il est responsable des activités du Bureau québécois d'ITLI Canada, de l'exploration des opportunités de financement et du développement de nouveaux partenariats. Il coordonne aussi la mise en œuvre de programmes et projets d'adaptation au changement climatique à l'échelle du Canada. Michael coordonne entre autres le développement de la stratégie de gestion des enjeux liés au changement climatique de la ville de Gatineau et accompagne la ville de Montréal dans la réalisation de projets en matière de transition écologique et de résilience. Il possède une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal et un baccalauréat en environnement et développement de l'Université McGill. Avant de se joindre à l'équipe d'ITLI, Michael a été consultant pour le Centre d'intelligence collective du Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Donc, Michael vous présentera aujourd'hui la planification de l'adaptation au changement climatique, bâtir des collectivités adaptées et résilientes. Michael, je te cède la parole. Parfait, bon, bien, merci beaucoup en fait au ROBVQ pour cette opportunité, puis merci beaucoup aussi d'être en aussi grand nombre présent. Donc voilà, ben, merci pour l'introduction. Michael Hull, gestionnaire du Bureau du Québec d'ITLI Canada. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait le processus de planification de l'adaptation avec lequel on travaille et puis qu'on applique avec les municipalités avec lesquelles on collabore à l'échelle canadienne. Je vais essayer de mettre l'accent le plus possible sur des exemples canadiens, tout en y incluant là, certains exemples à l'échelle du Québec. Donc là, je viens de grossir. Je vais juste essayer de voir si on pourrait pas mettre une page à la fois avec le... Non. Ok, ben écoutez, je pense que je vais le laisser comme ça, puis je pourrais bouger les diapositives à mesure qu'on avance. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ITLI, euh, en fait, ITLI est une association internationale regroupant plus de 1750 métropoles, villes, villages et associations municipales engagées en faveur du développement durable. Donc, on est un OBNL, puis on offre des services d'accompagnement, de perfectionnement, puis de formation sur différentes thématiques en lien au développement durable. Le Bureau québécois et canadien, davantage en matière d'adaptation et de lutte au changement climatique. Donc, on offre aussi des services plus à type service conseil, mais toujours dans une optique de renforcement des capacités des gouvernements locaux à planifier puis à mettre en œuvre l'adaptation, réduire leurs émissions. Puis aussi, on agit en tant que représentant de nos membres à des forums internationaux, puis également à toute échelle de gouvernance supralocale. Donc, voilà ce qu'est l'organisation. On a un bureau en Colombie-Britannique. À Victoria, le siège social d'ITLI Canada est à Toronto. Puis, on a également un bureau qui est logé à l'Hôtel de Ville de Montréal. Donc, très rapidement, les services et soutiens à faire en matière de GS, un de nos plus gros programmes, c'est le programme partenaire dans la protection du climat, qui est un partenariat entre ICLE et la FCM, avec comme conseillers régionaux au Québec, le Réseau Environnement et la QME. Donc, on accompagne les municipalités aussi dans le développement d'inventaires et de plans d'action. Puis on est aussi grandement impliqué dans le développement de protocoles, comme par exemple le GPC ou le protocole PPC dans le cadre du programme avec la FCM. En termes d'adaptation, notre programme le plus important et duquel je vais vous parler aujourd'hui en termes de leçons apprises et puis d'expériences, c'est le programme Bâtir des collectivités adaptées et résilientes, aussi connu sous le nom de BARC à l'échelle canadienne, c'est l'acronyme pour le nom en anglais. Donc, je vais vraiment me concentrer autour de ce programme-là et puis vous parler de l'accompagnement des municipalités en matière d'adaptation pour le renforcement des capacités à l'interne. Puis quand je parle de renforcement des capacités, c'est dans une approche qui repose énormément sur le développement d'outils, le développement de méthodologies, la mobilisation des parties prenantes à toutes les étapes du processus
le réseautage, puis les échanges d'expériences, du travail collaboratif, des ateliers participatifs, et puis également de l'accès à de l'information. En fait, comment la présentation va être structurée. Je vais suivre le processus là, type là, euh, et connu de la planification de l'adaptation, soit les 5 grandes étapes du lancement, la recherche, la planification, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation. Et puis, je vais illustrer en fait ces étapes-là avec des exemples très concrets de municipalités, puis comment les résultats ont été utilisés. Donc, on va commencer avec le lancement de l'initiative. Donc, le lancement inclut le positionnement de l'initiative en matière de changement climatique au sein de la municipalité. Vous allez voir, là, la présentation va être assez adaptée pour le milieu municipal, mais je crois que c'est quand même, ça peut venir rejoindre une plus grande variété de types d'organisations, d'autant plus que la majorité des organisations qui sont ici présentes sont ou se devraient d'être impliquées dans les processus. Et puis également le développement du portrait de la situation actuelle. Et voilà, donc commençons avec un premier exemple. En fait, les changements climatiques puis l'adaptation par nature sont interdisciplinaires, puis ils vont affecter différents systèmes sociaux, physiques, économiques, écologiques. Donc, il faut tous travailler ensemble pour s'assurer que les expertises nécessaires soient mises à contribution à différents niveaux. Donc, soit informer, consulter, impliquer, amener à collaborer, etc. Donc, le rôle des employés puis leur niveau de participation doivent être définis en début de processus de planification. Donc, on collabore en ce moment avec Uranos pour le développement de la stratégie de la gestion des enjeux liés au changement climatique de la ville de Gatineau, qui inclut en fait un plan d'adaptation, un plan de réduction, puis la réalisation d'audits énergétiques pour la flotte municipale. Donc, dans le cadre de cette initiative-là, l'ensemble des comités groupes qui ont été mis sur pied regroupe environ 27 employés de la ville, 27 employés qui vont être amenés à collaborer tout au long du processus de planification. Donc, il y a 4 groupes plus précisément là, au comité qu'on pourrait appeler qui ont été mis sur pied. En fait, on a la direction de l'environnement qui coordonne avec les différents groupes impliqués au sein de la ville de Gatineau. On a les équipes des changements climatiques, une pour le volet adaptation, une pour le volet réduction. Puis aussi, en fait, certains participants de ces équipes-là vont contribuer aux 2 volets, ce qui permet de faire des arrimages puis de s'assurer que la stratégie aligne et exploite en fait les synergies existantes entre le processus de planif pour l'adaptation et celui de la réduction. Leur rôle, en fait, est de participer activement, puis communiquer leurs connaissances, en fait, tout au long du processus de planif. Donc, c'est l'expertise au sein même de l'administration. On a également le comité de gouvernance et puis le comité technique qui supervise le développement de la stratégie de gestion des enjeux liés au changement climatique. Donc, le comité de gouvernance, en fait, rassemble des membres de la haute direction et puis le comité technique, pour la plupart, des directeurs de services. Et puis, la commission du développement du territoire, de l'habitation et de l'environnement de la ville de Gatineau, qui agit comme un organe de réflexion pour la stratégie. Donc, différentes organisations de la collectivité sont représentées, principalement au niveau de l'habitation, de l'environnement, et puis il y a 4 citoyens et puis également des élus qui siègent sur cette commission-là. Donc, en fait, l'ensemble de ces personnes-là vont devenir des champions à long terme pour la mise en œuvre du plan d'adaptation à l'échelle de la ville de Gatineau. Parfois, bon, la coordination d'un aussi grand nombre d'acteurs peut représenter certains défis, principalement au niveau logistique, mais les ateliers, en fait, sont pensés de manière à, en fait, développer des liens entre ces personnes-là
puis des liens en fait qui vont être une grande plus-value pour l'ensemble des enjeux transversaux qui vont être abordés par la ville de Gatineau par la suite ou sur des projets qui nécessitent de la collaboration entre certains de ces acteurs-là. Donc, il y a vraiment une très grande plus-value à développer ce type de structure de gouvernance, puis aussi en fait de créer ce lien entre l'administration publique et le politique et à tout niveau pour être sûr que le dossier soit bien porté. Puis je mets l'emphase là-dessus aussi, c'est important quand il y a des initiatives de cette envergure-là qui nécessitent l'implication d'un aussi grand nombre de personnes, que le dossier soit porté ou du moins monté le plus haut possible au niveau de la direction générale pour être en mesure de mobiliser toutes les ressources au moment opportun. Donc, si on continue avec le lancement, je vous ai dit aussi que une des étapes du lancement, c'était d'élaborer un portrait de la situation actuelle. Donc, ça, en fait, l'objectif, c'est de bien saisir la portée des effets des changements climatiques sur le fonctionnement de la ville. Mais il est primordial, en fait, d'identifier les éléments matériels ou immatériels qui composent les différents systèmes socio-économiques, naturels et bâtis ayant le potentiel d'aggraver ou de diminuer les vulnérabilités actuelles et futures. Donc, ces éléments-là sont, dans le contexte de la démarche avec la ville de Gatineau, présentés comme étant des facteurs de stress non climatique ou des atouts. Les facteurs de stress ou les atouts, en fait, façonnent le contexte dans lequel les changements climatiques vont être vécus. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre sa collectivité, son territoire, ses enjeux et ses atouts avant de se lancer vraiment dans un processus de planification avec une projection à plus long terme. Donc, pour, pour en fait le développement du portrait de la situation actuelle avec la ville de Gatineau, on a organisé un atelier participatif avec bon, une cartographie, puis identifier les éléments qui représentent des atouts qui pourraient être certaines sensibilités. Donc, juste en guise d'exemple, euh, ben, en fait, on a environ, je dirais, une bonne vingtaine de facteurs de stress non climatiques qui ont été identifiés pour les systèmes socio-économiques, de l'environnement dans la deuxième colonne et puis le système bâti dans la troisième colonne sur la diapositive. Donc, juste en guise d'exemple, par exemple, pour qu'est-ce qui est socio-économique, on a identifié la croissance démographique. Quand je dis on, c'est en fait les équipes d'adaptation, le personnel de la ville de Gatineau. En fait, la croissance démographique qui va exercer une pression sur la demande puis l'utilisation des services municipaux. Donc, une hausse anticipée de la population de 78 000 personnes environ à la ville de Gatineau d'ici 2051, en fait entre 2011 et 2051, soit 29% en 40 ans. Donc, c'est un nombre croissant de personnes qui vont être exposées aux risques climatiques, puis aussi la dégradation des ressources naturelles, par exemple par le biais de l'urbanisation, pourrait porter entrave à l'adaptation. Donc, en termes de système naturel, on a identifié les défis dans la gestion des eaux par plusieurs parties prenantes qui peuvent présenter certains défis importants sur le plan de la coordination puis des communications, particulièrement lors d'événements climatiques extrêmes et d'inondations qui ont été vécus dans les dernières années sur le territoire de la ville. Donc, en fait, la ville possède des moyens, je peux me permettre, relativement restreints relativement à la gestion des trois principaux cours d'eau, Outaouais, Gatineau et du Lièvre. Donc, les débits sont contrôlés par des barrages, puis la gestion est prise en charge par quelques entreprises privées et agences gouvernementales. Donc, en termes d'atouts par rapport aux défis dans la gestion de l'eau, la ville de Gatineau va générer prochainement 3 nouvelles stations hydrométriques sur la rivière des Outaouais, une à Elmer, une entre Hull et Gatineau, puis une à Masson-Angers. Donc, une quatrième station va être également installée près du pont Alonzo sur la rivière Gatineau.
Donc, ces stations hydrométriques-là, en fait, vont fournir une information plus précise pour le territoire de Gatineau, puis peut-être dans des temps qui sont plus courts, en fait, pour répondre particulièrement en gestion de crise. Puis, troisièmement, un exemple au niveau du système bâti, le vieillissement. Donc, comme dans bien des villes, bon, les infrastructures sont vieillissantes. Puis, par exemple, dans le cas du réseau d'aqueduc, il y a une quantité quand même non négligeable de fuites puis de purges en continu, ce qui fait en sorte que l'eau potable se retrouve dans l'environnement. Puis, depuis la mise en place du programme de détection des fuites, il y a environ 245 fuites qui ont été détectées et réparées. Donc, c'est pas nécessairement juste dû au vieillissement, mais c'est tout de même des considérations à avoir quand on pense à l'adaptation au changement climatique à plus long terme. Donc voilà, toujours faisant partie intégrante du portrait de la situation actuelle, de comprendre en fait c'est quoi les enjeux qui ont déjà été observés, comment la ville elle a réagi, c'est quoi le rôle de la ville, c'est quoi les difficultés à surmonter. Donc un autre exercice participatif permet par exemple d'identifier ce qu'on appelle bon une chaîne une chaîne d'aléas, d'aléas, de phénomènes associés puis de conséquences sur le milieu. Donc, celle que vous voyez présentement, c'est en lien au plus abondante avec le phénomène de crue ou de la dégradation des routes, le phénomène de crue qui amène bon la question des inondations, puis certaines programmations annulées dans les bâtiments sinistrés ou réquisitionnés, un combo en fait inondation glissement de terrain qui aurait individuellement ou ensemble des impacts sur les riverains, sur la sécurité publique, les pertes matérielles, etc. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas une analyse, c'est vraiment le résultat de la lecture, de l'expérience vécue au sein même de l'administration par rapport au changement climatique, en fait, au changement actuel. Et puis la dernière partie, en fait, c'est en lien avec en fait l'importance de reconnaître le travail que les villes puis que les communautés font déjà ou sont en train de faire pour aborder les impacts des changements climatiques, mais qui portent pas nécessairement l'étiquette adaptation. Donc, que vous soyez une municipalité, un OBNL ou autre, aujourd'hui sur le webinaire, je suis certain que vous êtes en mesure de trouver en fait des exemples d'actions que vous entreprenez ou que vous planifiez qui sont directement liées à l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est super mobilisateur de faire cet exercice-là au tout début du processus pour être, en fait, pour montrer aux participants que l'adaptation, c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire. Puis c'est pas nécessairement un dossier qui se rajoute par-dessus la charge de travail déjà importante des employés de la ville. Donc, en fait, pour la ville de Gatineau, sur la diapositive, qu'est-ce que vous voyez? C'est l'ensemble des plans, puis des actions en plan et règlement, puis actions identifiées au sein des plans qui pourraient potentiellement intégrer des considérations d'adaptation s'ils n'en intègrent pas déjà sans qu'il y ait nécessairement ce label. Donc voilà, ça conclut en fait l'étape du lancement. Toute cette information-là est communiquée par la suite de façon stratégique par les différents comités. Par la suite, l'état de la recherche. Donc, en fait, il faut reconnaître tout d'abord, désolé, j'espère que les diapositives bougent en même temps. Il faut reconnaître la réalité selon laquelle les humains vont devoir constamment agir face à l'incertitude, puis agir aussi sur les changements climatiques, c'est pas différent. Le manque de certitude par rapport à notre connaissance ou compréhension de comment le climat va changer ne devrait pas être considéré comme un obstacle à l'action ou en fait à la prise d'action ou la prise de décision. Donc, on doit s'adapter, puis en fait développer des outils qui nous permettent de surpasser ces obstacles-là.
Donc, une des façons, en fait, c'est de dresser un portrait climatique de la collectivité. Donc, des données climatiques historiques, actuelles, futures, selon divers scénarios. Bon, les plus communs, ça tourne autour des températures, du nombre annuel de jours supérieurs à 30 degrés Celsius pour les périodes de chaleur extrême, le nombre de jours supérieurs à 0 degré, les cycles de gel-dégel, les précipitations, les courbes IDF, etc., etc. Donc, en fait, c'est assez scientifique, là, cette partie-là du processus, mais il faut pas oublier que la principale ressource pour répondre au changement climatique, c'est la population, puis en fait, les employés de la municipalité. Donc, c'est ultra important aussi d'intégrer dans ces documents-là les connaissances locales, puis les expertises, exploiter ces expertises-là. Donc, un mélange d'informations scientifiques ou factuelles avec les connaissances locales va vraiment faciliter en fait notre capacité à surpasser l'incertitude. Donc, juste quelques exemples. On a travaillé sur le Great Lakes Climate Change Adaptation Project, qui était en fait un regroupement de 16 municipalités qui entreprenaient les premières étapes du processus de planification jusqu'à l'analyse de vulnérabilité dans le bassin versant des Grands Lacs. Puis on a développé des portraits climatiques pour ces 16 municipalités-là. Puis c'était intéressant en fait de voir les différences dépendamment de leur positionnement dans ce bassin qui est, ma foi, immense. En fait, toujours par rapport à la ville de Gatineau, il y a eu un portrait climatique qui a été élaboré. Puis, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que la ville d'Ottawa, puis la Commission de la capitale nationale vient tout juste, en fait, ça fait déjà quelques semaines, de lancer un appel d'offres pour le développement de données climatiques à l'échelle de la Commission de la capitale nationale. Donc, ça va être intéressant de voir les arrimages qui pourront être faites, oui, entre des villes qui sont étroitement reliées pour des raisons économiques et autres, mais aussi de voir en fait comment ça va pouvoir devenir un des premiers exemples de collaboration en adaptation, du moins au Canada, interprovinciale. Donc, voilà un exemple intéressant. Sinon, il y a également la ville de Cambridge, Kitchener, Waterloo, puis la région de Waterloo, qui se sont conjointement alliés pour aller de l'avant avec un contrat à deux organisations pour le développement d'un rapport sur la science du climat à l'échelle régionale. Donc, c'est une région en Ontario qui est déjà qui est densément peuplée, mais c'est un exemple quand même intéressant pour les plus petites municipalités puis les MRC, de la possibilité en fait de se rassembler, de se regrouper, puis d'aller chercher ces données-là, en fait, qui sont assez cruciales pour pouvoir aller de l'avant avec l'adaptation. Puis finalement, un autre exemple intéressant, c'est celui de la ville de Windsor, qui utilise les courbes IDF, puis aussi d'autres résultats là, de rencontres qui ont été organisées dans le cadre d'un projet sur lequel on travaille qui s'appelle Adaptation Changemakers. Puis ont intégré en fait, ils n'ont pas intégré encore, pardon, ils envisagent d'intégrer les données des courbes IDF dans la révision du plan directeur des eaux pluviales. Donc, ils vont aussi obliger les nouvelles infrastructures à répondre à un test de résistance en tenant compte de l'augmentation des courbes IDF dans le contexte des changements climatiques. Puis, cette initiative-là est développée en partenariat avec la région d'Essex et puis ce qu'ils appellent en Ontario le Conservation Authority, de sorte que l'initiative, en fait, va aller au-delà de la ville de Windsor, puis va aussi s'appliquer à d'autres communautés avoisinantes. Donc, pour ce qui est de la recherche, en fait, après le portrait climatique, on en vient à l'étape de l'identification des impacts qu'auront les changements climatiques à l'horizon. Par exemple, l'horizon peut varier d'une municipalité à l'autre de manière alignée de façon stratégique avec d'autres outils de planification. Mais là, j'ai mis juste par exemple l'horizon 2050. Donc, certains impacts vont avoir des conséquences directement ou indirectement sur les services municipaux, les usagers,
de ces services-là, les organisations, les résidents. Donc là, juste quelques exemples là, bien connus là, d'impact des changements climatiques en lien aux inondations dans les sous-sols, avec les refoulements, les nids de poules, puis les débris en fait, après des grands vents ou des tempêtes. Donc, toujours en lien à l'identification des impacts, la ville de Barrie en Ontario a été amenée à identifier en fait dans le cadre d'ateliers l'ensemble des impacts que vont avoir les changements climatiques sur la ville, mais aussi la collectivité. Donc, un premier atelier qui avait été organisé avec une douzaine de services municipaux, puis un autre avec une quinzaine d'organisations de la collectivité, dont la Croix-Rouge, l'Autorité de conservation, Conservation Authorities, le Downtown Barrie Business Improvement Area, puis aussi les services de santé. Juste quelques exemples d'organisations qui ont été impliquées. Puis il y a environ 90 impacts des changements climatiques qui ont été identifiés pour leur contexte précis. Mais en fait, le message que je vais envoyer aussi en montrant cette diapositive-là, puis la liste assez imposante d'impacts, c'est qu'il ne faut pas se décourager face à ces impacts-là. Et puis face au nombre d'impacts, en fait, les municipalités puis les collectivités, en général, sont amenées à prendre des décisions pour contrevenir à certains de ces impacts-là, puis la plupart du temps en collaboration, soit à l'interne ou en partenariat avec des groupes à l'externe. Donc, c'est important de prendre connaissance des impacts des changements climatiques, mais aussi de présenter l'information, de l'aborder de manière quand même relativement optimiste, puis être sûr que, en fait, on n'effraie personne là, en termes de l'ampleur de la tâche à aborder. Donc, toujours avec la recherche, après avoir identifié les impacts, on passe à l'étape de l'analyse des vulnérabilités. En fait, depuis qu'on a ouvert le bureau au Québec, on collabore avec Ouranos à développer une méthodologie d'analyse des vulnérabilités. Je vous lirai pas nécessairement la définition là. En fait, je pourrais prendre une petite seconde, je regarde le temps défiler. Je vais la lire rapidement. Donc, vulnérabilité, en fait, c'est la prédisposition d'un service municipal et des éléments associés exposés à la manifestation d'un aléa à subir des préjudices. Donc, la vulnérabilité climatique, c'est le résultat de l'interaction de deux paramètres qui, ça, est bien connu et puis utilisé là, dans la littérature et entre autres par le GIEC. Une question de la sensibilité puis de la capacité d'adaptation, la capacité de faire face à un aléa climatique. En fait, ce qui est proposé quand on travaille avec les différents services municipaux, c'est là où il peut y avoir certaines variations là, au niveau de la méthodologie, dépendamment des organisations avec lesquelles vous travaillez, vous pourriez collaborer. Dans le cadre de la planification municipale, on regarde la sensibilité en fait en termes de responsabilité accrue des différents services, de difficultés accrues et puis des effets combinés. Puis en matière de capacité d'adaptation, on regarde, oui, c'est quoi les outils qui sont disponibles, mais c'est quoi la capacité des services à utiliser leurs propres outils puis les règlements existants dans un cadre de changement climatique? C'est quoi la limite de la capacité d'adaptation actuelle dans un horizon 2050? Tout ce qui est coordination interservices et communication, la question des ressources humaines, financières, puis de la capacité technique également. Donc, voilà. Puis, une des particularités, en fait, en termes d'atelier, quand on réalise cette activité-là avec les différents services municipaux, il y a déjà une analyse par service qui a été faite en amont. Puis, quand on se regroupe, c'est en fait un format table ronde. Les services municipaux exposent un devant l'autre, en fait, leur sensibilité, leur capacité d'adaptation, puis on voit en fait l'influence que ça peut avoir sur la capacité d'adaptation puis les sensibilités des autres services. Et puis, il y a une recherche de consensus en fait sur le niveau de vulnérabilité de la ville en général, tout en considérant ou en donnant une certaine comment dire, un certain poids plus important si c'est un seul service qui est impacté, vulnérable, pardon, bien dans l'équation, ça va quand même être prédominant
Donc, c'est pas nécessairement à cause qu'on regarde à l'échelle de la ville que c'est juste un service ou deux, ça va être considéré comme étant des vulnérabilités moins importantes. Donc, par la suite, une fois qu'on a les vulnérabilités, c'est au niveau de l'appréciation des risques où on rentre en fait le facteur probabilité de l'aléa, qui est la variable climatique. Et puis, c'est principalement en fait un regard qualitatif plutôt que quantitatif. C'est des outils de planification qui sont globaux. Ce n'est pas des méthodologies très poussées ou poussées dans le sens de type ingénierie, là, comme par exemple les méthodologies qui pourraient être utilisées pour analyser les vulnérabilités d'un certain type d'infrastructure plus précisément, des méthodologies comme le PIEVC d'Ingénieurs Canada. Donc, au niveau toujours de la recherche, en fait, des exemples intéressants d'utilisation de ces résultats-là. Donc, il y a la région du Durham en Ontario qui a intégré les résultats de ces analyses-là à la prise de décision par le service des finances, qui est en fait le département qui collabore directement dans le cadre du programme BARC. Le Duc, Carlton Hills, Vancouver qui ont intégré les résultats à leur outil de planification principal, donc un peu comme le plan d'urbanisme ou un schéma d'aménagement. La ville de Victoria, quant à elle, a intégré ses résultats dans les procédures de gestion des mesures d'urgence. Et puis la ville de Windsor, qui désire prendre en compte les risques climatiques pour l'élaboration et la révision de l'ensemble des outils de planification, en fait, à l'échelle de la ville des services municipaux. Donc, ils ont créé des profils de risque pour les principaux impacts climatiques identifiés. Puis, ces profils de risque-là vont être présentés à la fois aux différents services, mais aussi au conseil municipal. Puis, ça va être également la base là, de la deuxième mouture de leur plan d'adaptation, comme eux, ils ont en fait déjà adopté un plan rendu maintenant dans la révision, puis dans le réalignement plus stratégique après quelques années. Donc, en termes de planification, qui est la troisième étape du processus de planification. La première va être de sélectionner en fait les mesures d'adaptation appropriées pour répondre aux risques identifiés. Donc, on a un exercice qu'on propose aux municipalités où ils peuvent évaluer avec un système de pointage quelles mesures d'adaptation devraient ou pourraient aller de l'avant puis être intégrées au plan d'adaptation qu'ils sont en train de développer. Donc ça, c'est un exemple d'une municipalité qui avait identifié un projet dans le cadre du Great Lakes Climate Change Adaptation Project. Donc, on regarde en fait plusieurs variables ou paramètres dont les bénéfices connexes d'une initiative, d'une mesure d'adaptation, pardon. Qu'est-ce que ça représente en termes d'équité, de coûts d'opération et de maintenance, d'impact environnemental, de priorité, de fenêtres d'opportunité, d'acceptabilité sociale, de ressources disponibles, etc., etc. Donc, il y a beaucoup bon, il y a un travail aussi en dehors de ces cahiers-là pour l'identification des mesures, mais en termes de sélection, c'est un outil qui est vraiment d'une très grande aide, en fait, puisque ça amène à considérer des variables qui auraient peut-être été autrement laissées de côté ou non considérées. Donc, après avoir identifié bon, les mesures à intégrer au plan, il y a un développement, bien entendu, d'un calendrier de mise en œuvre, d'une stratégie de suivi et d'évaluation, puis de développement de plans d'adaptation. Donc, ici, quelques exemples, si vous voulez vous référer à ces plans-là, c'est des exemples en fait, de municipalités qu'on a accompagnées et puis des plans en fait, qui ont eu un gros uptake, puis des municipalités qui, à l'échelle du Canada, sont considérées comme des leaders en adaptation. Donc, la ville de Windsor, la ville de Thunder Bay, la ville de Barrie, qui en 2017, c'est assez récent, la ville de Surrey et puis de Vancouver.